Au milieu de l'année 1984, le journal Washington Post a publié un profil détaillé d'un individu en fuite de la justice. Dans ce profil, il décrivait les terribles mauvais traitements qu'il avait subis dans le passé des mains de son beau-père. En quelque sorte, la vie misérable et terrible de cet homme l'avait conduit à cette traque mortelle. C'est du moins ce que le journal a suggéré. Quoi qu'il en soit, la traque d'un tueur en série se déroulait, tous les États-Unis suivaient attentivement les événements qui mèneraient à la résolution de l'affaire. Et c'est exactement ce que nous allons vous présenter aujourd'hui. Alors, n'oubliez pas de liker cette vidéo et d'activer la cloche de notification, car je vais tout vous raconter. En avril 1984, les forces de l'ordre de Daytona Beach, en Floride, se retrouvèrent face à un cas complexe. Les autorités avaient récemment retrouvé le corps brutalement frappé de John Hart Roberts, un homme de 59 ans, dans le salon de sa propre maison. Sur sa tête, des traumatismes causés par des objets contondants avaient été observés. Mais la cause de la mort était l'étranglement. Parmi toutes les caractéristiques de la scène, ce qui inquiéta le plus les enquêteurs, c'était le fait morbide que l'agresseur avait enfoncé un linge dans la bouche de John. De plus, un de ses doigts avait presque été tranché de sa main, ce qui suggérait une possible bagarre brutale entre l'agresseur et la victime. La table au centre du salon avait été retrouvée en morceaux et le sang répandu dans toute la pièce était symbolique. Le jour de sa mort, John Hart Roberts avait sans aucun doute lutté pour sa vie. Quelques heures plus tard, les autorités découvrirent que le véhicule de John avait été volé, ainsi que son portefeuille. Cependant, il devint clair pour les enquêteurs que la scène du crime était l'œuvre d'un criminel désorganisé. Cela fut renforcé par le fait que des documents de libération conditionnelle d'un criminel nommé Gary Ray Bowles avaient été trouvés dans la maison. Lorsque les relevés téléphoniques furent analysés, les enquêteurs découvrirent que des appels téléphoniques avaient été passés depuis la résidence de John vers celle de la famille du criminel. Ces preuves étaient plus que incriminantes et une chasse à l'homme s'ensuivit. Pendant ce temps, des empreintes digitales furent envoyées au laboratoire de la police qui, dès la semaine suivante, confirmèrent l'identité du suspect. Peu de temps après, la voiture de la victime fut retrouvée en Géorgie, mais sans aucune trace de Gary Ray Bowles. Cependant, les choses devinrent extrêmement préoccupantes lorsque les enquêteurs furent menés à une nouvelle scène de crime brutal dans la banlieue de l'État du Maryland. Le 14 avril 1995, un employé de la maintenance électrique arriva à la maison de David Jarma, un homme de 38 ans, où il découvrit le corps de l'homme dans le sous-sol de sa maison. Il était évident que la scène du crime était familière. David avait été battu, et la cause de la mort fut établie comme étant l'étranglement. Un morceau de tissu usé avait été retrouvé dans sa bouche, et la voiture ainsi que le portefeuille de la victime avaient été volés. L'enquêteur Toddy Simmons découvrit que David avait été vu la veille du crime dans un bar gay à Washington, D.C. Lorsque des témoins furent interrogés, il s'avéra que David était accompagné d'un homme ressemblant fortement à Gary Ray Bowles. Afin de le localiser, les enquêteurs tentèrent de suivre l'utilisation de la carte de crédit de David, ce qui les mena rapidement une fois de plus vers Gary. Ainsi, un acte d'accusation officiel pour double meurtre fut préparé. Cependant, les autorités sous-estimèrent le criminel, qui leur montra rapidement à quel point il était dangereux. Il se montrerait bientôt. La piste de l'assassin les conduisit jusqu'au sud, à Savannah, en Géorgie. Le 5 mai 1984, les restes décomposés de Milton Bradley, un homme de 72 ans, furent retrouvés dans un hangar d'un club de golf de la ville. Étant donné l'état de décomposition, la seule similitude retrouvée fut celle de l'agresseur, qui avait enfoncé plusieurs morceaux de tissu dans la bouche de la victime. Les résultats de l'autopsie indiquèrent que Milton avait été violemment battu avant d'être étranglé. À ce moment-là des enquêtes, l'équipe de Toddy Simmons a déterminé que l'agresseur introduisait le matériel dans la bouche des victimes avant leur mort par strangulation. Avec ce meurtre, les habitants locaux ont réagi vivement. Ils n'ont pas hésité à qualifier le crime d'abominable et impardonnable. La victime, Milton Bradley, était reconnu pour être un vétéran de la Seconde Guerre mondiale. Et selon le journal Savannah Morning News, Milton était un homme calme et gentil. Les médias ont mis en lumière
une grande partie de l'histoire de la victime qui avait subi un grave dommage pendant la guerre, ce qui l'avait conduit à être lobotomisé. La procédure lui avait causé un léger handicap mental, ce qui faisait de lui un homme vulnérable. Tandis que la presse et les médias crucifiaient les efforts des policiers, l'enquête se poursuivait à un rythme accéléré. Les autorités cherchaient des résultats. Et l'arrestation du suspect. Sur la scène du crime, l'agent local John Beast a découvert une empreinte de paume qui plus tard s'avérerait importante pour relier le suspect Gary Ray Bowes au crime. De plus, des témoins ont rapporté avoir vu Milton Bradley en compagnie d'un homme qui ressemblait aux images fournies du suspect. Curieusement, ils ont découvert que Gary semblait avoir passé plusieurs jours à tenir compagnie à sa victime, jusqu'à finalement le tuer. Au même moment, Gary a été officiellement accusé du meurtre de Milton Bradley, ajoutant un autre meurtre à son compte. Le FBI a offert des ressources pour la traque du criminel, qui continuait à se montrer insaisissable aux mains des autorités. Le 19 mai 1984, le corps de Robert Morse, âgé de 37 ans, a été découvert dans sa caravane, dans le comté de Nassau, en Floride. Les caractéristiques étaient encore une fois familières. La victime avait été battue violemment avec un objet contondant, mais cette fois, elle avait été abattue dans la poitrine. Sur sa tête, une serviette était attachée, qui avait été enfoncée dans la bouche de la victime. Des signes de strangulation étaient visibles. La cause de la mort a été donnée comme strangulation, ce qui signifie qu'Albert avait été abattu et en même temps strangulé. Comme dans les autres cas, la voiture et le portefeuille de la victime avaient été volés. Sur la base des preuves physiques et comportementales, Gary a été considéré comme le principal suspect. De plus, des témoins ont déclaré qu'Albert Borsquarteth et un homme ressemblant à Gary avaient été vus être expulsés d'un bar après une dispute. L'investigateur Toddy Simmons, qui commençait à devenir expérimenté dans l'affaire, a théorisé que Gary avait rencontré la victime dans un bar gay dans la ville de Jackson. Puis, d'une manière ou d'une autre, il avait séduit Albert, qu'il avait invité à venir dans sa caravane à Rivard, en Floride. Il est supposé qu'il ait vécu avec l'homme pendant au moins 2 semaines, tout en étant recherché pour les meurtres, jusqu'à ce qu'après la dispute dans le bar, le criminel ait décidé de tuer Albert Morris. Le FBI, à ce moment-là, avait tracé le profil d'un véritable tueur en série prolifique. Ils ont informé les autorités locales que Gary était probablement impliqué dans le meurtre d'Alverson Carter, un homme de 47 ans, retrouvé mort ce même mois dans sa résidence à Atlanta, en Géorgie. La scène du crime était complètement similaire à la série de meurtres commis par Gary, et ainsi, ils ont attribué ce crime à Gary également. Le criminel se montrait encore plus actif que prévu, mais il savait que cela provenait probablement de la chasse intense à laquelle il était soumis. Bien que connaître l'identité du criminel soit favorable dans ce cas, cela devenait également angoissant. Cela signifiait que le meurtrier chercherait une nouvelle victime à chaque instant, comme un parasite mortel et insatiable. En juillet 1984, le populaire programme de télévision America's Most Wanted a rapporté la série de tragiques événements avec le nom du principal suspect apparaissant plusieurs fois. Les téléspectateurs ont commencé à appeler massivement la chaîne de télévision. Les lignes étaient saturées par la chasse aux tueurs en série. Tous souhaitaient qu'il soit arrêté le plus rapidement possible. En ce moment-là, tous les Américains connaissaient le visage et le nom du tueur. Gary Ray Bowes est né le 25 janvier 1972 dans la ville de Clifton Forge, en Virginie, aux États-Unis. Il était le 2e enfant de William Franklin et de Frances Carroll Price Bowes. Malheureusement, son père décéda en 1971, avant de voir Gary naître. Après la mort de William, Frances s'impliqua avec plusieurs hommes, et le premier d'entre eux abusa de son fils Gary. Plus tard, devant le jury, elle témoignera que cet homme était violent avec ses enfants et les battait souvent avec des ceintures et des cordes. Selon Frances, elle tenta de protéger ses enfants, mais elle devint également une cible. À cette époque, Gary avait entre 6 et 7 ans. Un peu plus tard, elle réussit à se débarrasser de cet homme et épousa un homme nommé Chet. Cependant, le mariage devint un enfer lorsqu'elle se rendit compte que Chet était alcoolique. Dans le quartier où il vivait, tout le monde savait que Chet avait des accès de colère qu'il déchargeait sur Frances et ses enfants. Lors de l'une de ces agressions, Frances finit par être hospitalisée. Vers l'âge de 10 ans, Gary commença à inhaler de la colle et de la peinture.
Il est rapporté que, cherchant à fuir sa réalité, il se tourna également vers d'autres drogues plus dures, ce qui le poussa à abandonner l'école bien avant ses 18 ans. À l'âge de 14 ans, Gary et son frère décidèrent qu'ils ne permettraient pas à Chet de continuer à les maltraiter. Ils finirent par frapper Chet sévèrement, l'un d'eux l'attaquant avec une pierre. Après cet événement, la mère des garçons continua à prendre soin de Chet, une décision qui poussa Gary à quitter la maison. Ainsi, dans sa vie dans la rue, il commença à offrir son corps en échange de nourriture, d'argent ou d'un endroit où loger. Cependant, selon certaines sources, Gary ne se laissait pas contrôler par les hommes qui le payaient, et avec le temps, il refusa de se prostituer. En conséquence, sa vie dans la rue empirait encore plus, passant ainsi une grande partie de son adolescence et de sa vie adulte sans domicile fixe. L'enquêteur Toddy Simmons expliquerait plus tard que Gary ne se livrait pas à des actes homosexuels par plaisir, mais uniquement pour des gains matériels. Il mentionna même que Gary n'autorisait pas de relations sexuelles complètes avec lui, se contentant souvent de sexe oral. Toddy dit que, pendant sa vie adulte, le criminel était connu pour s'être impliqué avec plusieurs femmes, allant jusqu'à vivre temporairement avec l'une d'elles. Cependant, dans la plupart des cas, la relation devenait impossible en raison de la personnalité complexe et violente de Gary. À 20 ans, il vécut un certain temps avec une femme nommée Wesley dans le comté de Volusia en Floride. Mais en juin 1992, il l'agréda et la viola sexuellement. Lorsque la jeune femme fut soignée à l'hôpital, les médecins remarquèrent des marques sur son cou, indiquant un possible étranglement. L'un de ses seins avait été mordu et le niveau de contusion sur son visage était notable, celui-ci étant pourpre. Dans les dossiers de l'hôpital, les médecins informèrent que Wesley avait de graves blessures internes dans la région vaginale et rectale. À l'époque, le crime fut enquêté par un agent du FBI qui, à son arrivée sur les lieux de l'attaque, fut témoin de l'état de la chambre et de la salle de bain de la résidence de la femme, couverte par un énorme volume de sang. Lors du futur procès, le même agent témoigna que les taches atteignaient presque 1,5 mètre de hauteur, couvrant les murs et les plafonds des lieux. Ce type d'attaque isolée, survenant à un âge encore très jeune, faisait de Gary un criminel très dangereux pour la société. Cependant, en étant arrêté, il ne reçut que 6 ans de prison pour des délits commis vers 1988. Ou alors, à sa sortie de prison, il continua sa vie misérable jusqu'à être arrêté à nouveau à l'été 1991 pour vol dans le comté de Volusia, en Floride. Sa condamnation fut de 4 ans, mais il finit par obtenir une libération conditionnelle et alla vivre avec une femme avec laquelle il entretenait une relation. La femme tomba enceinte, mais fit un avortement après avoir découvert que Gary se prostituait régulièrement. Au tribunal, Gary déclara que cela l'avait amené à blâmer les homosexuels pour l'avortement, développant ainsi une aversion et une haine envers les hommes avec qui il avait des relations. À la fin de cette relation, à la mi-mars 1994, Gary rencontra John Hard Roberts, âgé de 59 ans. Les détails de leur relation ne sont pas clairs, mais tout semble indiquer que Gary vécut avec John pendant un certain temps en échange d'activités sexuelles. Jusqu'en avril 1994, les deux finirent par se disputer à cause d'une femme et Gary fut invité à quitter la résidence sous l'effet de la colère provoquée par son expulsion. Gary attaqua John avec une lampe en verre et le battit agressivement avec elle. Lorsque John tenta de fuir, il tomba sur la table au milieu de la salle, qui se brisa, et Gary sauta sur lui pour l'étrangler. Après le crime, Gary vola la voiture et le portefeuille de l'homme. Ensuite, il entama sa vague séquentielle de meurtres qui se déroulèrent dans plusieurs résidences proches de l'Interstate 95, la principale autoroute de la côte est des États-Unis. Les mois passèrent, tandis que la chasse aux tueurs en série continuait, les enquêteurs travaillant intensément sur l'affaire. Le FBI avait placé Gary Ray Bowes sur la liste des 10 fugitifs les plus recherchés du pays pour ses 4 victimes connues. Jusqu'au vendredi 18 novembre 1994, une femme nommée Belinda fêtait son anniversaire lorsqu'elle remarqua que son frère, Walter Hinton, n'avait toujours pas pris contact avec elle. Cela parut étrange à Belinda, qui avait reçu un appel de Walter quelques jours avant son anniversaire, où il avait promis d'appeler le jour spécial. Dans l'après-midi du jour suivant, le mari de Belinda, William, décida de se rendre à la caravane de son beau-frère, située dans le comté de Duval, en Floride.
En arrivant près de la tombée de la nuit, il remarqua que les lumières de la résidence étaient allumées. Mais la voiture de Walter, une Cadillac, n'était ni dans le garage ni dans la rue. En rentrant chez lui et en racontant les détails à Belinda, ils décidèrent tous deux d'attendre. Cependant, dans les jours suivants, la situation devint encore plus tendue. L'entreprise où travaillait Walter téléphona à Belinda pour demander où se trouvait son frère. Face à cette information, le couple décida de retourner à la résidence de Walter et de forcer la porte. William parvint à entrer en brisant une fenêtre à l'arrière. Mais dès qu'il entra, il fut immédiatement accueilli par une forte odeur. Il parcourut les lieux à la recherche de Walter, et en entrant dans la chambre de son beau-frère, il vit la pièce complètement en désordre. En ouvrant la salle de bain, William remarqua un tas de couvertures recouvrant quelque chose sur le sol. Dès qu'il retira les couvertures, il découvrit le corps de son beau-frère, sévèrement battu et en décomposition. Le même jour, de nombreux enquêteurs et experts isolèrent les lieux et recueillirent chaque petite preuve. Sur le lit de la chambre de Walter furent trouvés des documents personnels ainsi que son portefeuille, éparpillé sur le lit. À côté du portefeuille, il y avait une pile de mouchoirs et une pierre couverte de sang. Curieusement, dans toute la maison, il y avait une grande quantité de bouteilles d'alcool dispersées, ainsi que plusieurs canettes de bière empilées à différents endroits de la résidence. Un reçu du locataire de Walter, nommé Timothy Whitfield, fut trouvé, et il fut également constaté que la voiture et la montre de Walter avaient disparu, permettant la théorie d'un vol suivi de meurtre. Le médecin légiste décrivit dans son rapport que le front et la joue de Walter avaient été écrasés par quelque chose de très lourd, probablement la pierre trouvée dans la chambre de la victime, qui pesait 18 kilos. Il fut également dit qu'une possible bagarre mortelle avait eu lieu entre l'agresseur et la victime, car Walter avait 5 côtes cassées et plusieurs blessures au bras et à la jambe. Bien que les dommages au visage de Walter aient été graves, la cause de la mort fut donnée comme étant un étranglement, facilité par le papier hygiénique et le tissu trouvé dans la gorge de la victime. Selon le légiste, Walter était probablement seulement inconscient lorsque l'agresseur a mis le matériel dans sa gorge. À l'époque, la police du comté de Duval ne s'attendait pas à ce qu'un tueur en série soit responsable du crime. Ainsi, en interrogeant les voisins et les amis de Walter, ils découvrirent que probablement le locataire qui vivait avec lui était le principal suspect. Avec l'aide des témoins, un croquis de Timothy Whitfield fut réalisé et les recherches commencèrent. Le 22 novembre 1984, le dénommé Timothy Whitfield fut trouvé sur une plage de Jacksonville. En l'interrogeant, ils découvrirent que son vrai nom était Gary Ray Bowes, âgé de 32 ans et l'un des fugitifs les plus recherchés des États-Unis. À aucun moment, Gary n'a tenté de cacher son identité ou son passé criminel, et en peu de temps, il a raconté toutes les informations sur la mort de Walter. Le criminel raconta qu'il l'avait rencontré dans les premières semaines de novembre 1995 sur une plage de Jacksonville. Il relata avoir passé plusieurs jours à avoir des relations sexuelles avec Walter, jusqu'à ce que celui-ci déménage dans une caravane dans le comté de Duval, où Gary l'aida avec le déménagement et fut invité à vivre avec lui, temporairement. Ils passèrent 2 semaines à vivre ensemble, jusqu'à ce qu'ils se disputent après une bagarre impliquant une amie de Walter. Bien qu'ils se soient disputés, Gary finit par revenir et continua à vivre avec lui. Jusqu'à ce qu'un jour avant le meurtre, ils avaient prévu une rencontre avec un ami nommé Rick. L'après-midi du meurtre, Rick et Gary restèrent dans la caravane, buvant et consommant des drogues pendant que Walter était au travail. Lorsqu'il arriva, les 3 burent et consommèrent des drogues ensemble, jusqu'à ce qu'autour de 8 heures du soir, Walter conduise Rick à la gare, avec Gary sur le siège arrière. Ensemble, ils restèrent dans la voiture en attendant le train, tout en buvant. Lors du futur procès, Rick déclarerait qu'en partant, bien que tout soit ivre, Gary semblait être bien conscient de ce qu'il faisait. Dès que Rick prit le train, Walter et Gary retournèrent à la caravane, où ils continuèrent à boire jusqu'à tard, jusqu'à ce que Walter décide d'aller dormir. Selon Gary, quelque chose s'est déclenché en lui à ce moment-là, et il est simplement sorti de la caravane, a pris une pierre et l'a portée jusqu'à la chambre de son ami. Il a levé la pierre et l'a simplement laissée tomber sur la tête de Walter, qui s'est réveillé étourdi par le coup. Une brève lutte a commencé jusqu'à ce que Gary parvienne à mettre des tissus dans la bouche de la victime et à l'étrangler. Ensuite, il a pris la montre, les clés de la voiture et s'est enfui. Cependant, il est finalement retourné à la caravane où il est resté pendant 2 jours avec le corps de Walter dans la salle de bain.
On dit que pendant ces 2 jours, Gary a même amené dans la caravane une femme sans abri qui n'a probablement pas découvert le crime. Plus tard, il a décidé de quitter la caravane et de retourner dans la zone de la plage de Jacksonville. Gary a tenté de se cacher dans un motel local, mais a fini par être découvert et arrêté, soupçonné du meurtre de Walter Hinton. Après les aveux de Gary concernant le dernier meurtre, il a admis les assassinats de John Hart Roberts et d'Albert Maurice. Mais à ce moment-là, le FBI avait déjà établi une liste de meurtres séquentiels qui reliait les 6 scènes de crime. C'était la fin de Gary Ray Bowes. Le 8 décembre 1984, Gary Ray Bowes fut inculpé de 2 chefs d'accusation de meurtre, mais il ne serait jugé que pour l'un d'eux. Le procès n'a eu lieu que près de 2 ans après l'arrestation du criminel. Le ministère public, dirigé par Bernardo de Varionda, a affirmé que le meurtre de Walter Hinton avait été commis par pur désir de gains financiers, pour des motifs sexuels et par haine envers les homosexuels que Gary éprouvait. Les avocats de la défense publique étaient William White et Charles Coffer, qui ont soutenu que Gary était en proie à une instabilité mentale le jour du meurtre de Walter. Cette déficience mentale avait été suggérée en raison des abus que Gary avait subis durant son enfance, aggravés par l'usage de drogue et d'alcool le jour du crime. La défense a également tenté de nier les accusations, arguant que le crime n'avait pas été motivé par des gains sexuels ou financiers. Quoi qu'il en soit, le procès de Gary fut rapide et le jury a condamné le criminel pour meurtre au 1er degré et vol concernant Walter Hinton par un vote de 10 contre 2. Le jury l'a condamné à la peine de mort par chaise électrique, décision acceptée par le tribunal. En conséquence, la défense a fait appel, affirmant que le ministère public n'avait pas fourni de preuves que le crime avait été commis par haine envers les homosexuels. De plus, la défense a déclaré que le tribunal s'était trompé en considérant le crime comme motivé par un gain financier. La Cour suprême de Floride a finalement confirmé la condamnation, mais a annulé la sentence de mort. Plus tard, un nouveau procès a eu lieu après que la Cour suprême ait jugé que le tribunal s'était trompé en permettant au jury d'entendre que Gary détestait les homosexuels et que les victimes étaient homosexuelles. Le nouveau procès a eu lieu en 1999, où le ministère public a ramené à la surface les autres affaires impliquant agression sexuelle, vol et meurtre au 1er degré de John Hart Roberts, mort en mars 1984, et d'Albert Maurice en mai de la même année. Le 27 mai 1989, Gary Ray Bowes fut reconnu coupable et de nouveau condamné à la peine de mort par chaise électrique. Par la suite, le criminel fut envoyé dans un institut correctionnel de l'Union à Hayford, en Californie. À l'époque, Gary était décrit comme un tueur en série prolifique opérant dans des bars homosexuels où il connaissait ses victimes et les séduisait. Au moins 2 d'entre elles avaient ouvert leur maison pour qu'il puisse y passer du temps. Finalement, Gary fut jugé pour seulement 3 des 6 crimes qu'il avait commis, car dans les autres cas, il n'y avait pas suffisamment de preuves solides pour engager une procédure judiciaire. Le 22 août 2019, Gary Ray Bowes fut exécuté par injection létale à la prison d'État de Floride, à Rayfort. Sa dernière nourriture fut composée de 3 hamburgers, des frites et du bacon. Son exécution fut silencieuse et ce qu'on appelle la justice finale, eut lieu avec peu de spectateurs. Gary laissa ses crimes odieux profondément ancrés dans la vie des familles qui n'avaient pas eu de procès, leur fournissant un coupable. Cependant, avant le jour de son exécution, Gary écrivit un petit mot disant « Je suis désolé pour toute la douleur et la souffrance que j'ai causée. J'espère que ma mort soulagera votre douleur. Je veux dire à ma mère que je suis aussi désolé pour mes actions. Devoir faire face au fait que votre fils soit appelé monstre est terrible. Je suis désolé. Je n'ai jamais voulu que ma vie soit ainsi. On ne se réveille pas un jour et décide simplement de devenir un tueur en série. » En fin de compte, l'histoire ne se souviendra de Gary que comme le tueur de l'Interstate 95 en Floride, qui a ôté la vie à 6 hommes innocents qui menaient simplement leur vie avant d'être emportés par les mains égoïstes et diaboliques d'un tueur en série.